dit réseaux sociaux au sens large. Est-ce que c'est aujourd'hui le nouvel espace de guerre politique? Quand je dis communication politique classique, ça reste de la communication institutionnelle dans les espaces numériques. Une rumeur peut être du coup diffusée sur les réseaux sociaux, c'est déjà une information? Utiliser les réseaux sociaux juste en termes de réaction, ça laisse beaucoup de vide quand il ne se passe rien. Publier un article dans un journal papier, il ne va jamais toucher les 15 millions d'utilisateurs. La diffusion de contenus sponsorisés via des plateformes numériques étrangères, est-ce que pour vous, ça a du sens? Ça n'a pas de sens? C'est un contresens? C'est un outil de gagner en influence sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. En l'occurrence, le RNI, qui n'a pas dépensé, mais en tout cas investi massivement de l'argent. Donc c'est-à-dire c'était en monnaie internationale, à savoir le dollar. Passe aussi par des plateformes sponsorisées et internationales. Ça veut dire qu'une partie de l'argent de l'État va être distribuée ailleurs. Bienvenue dans votre émission de débat 7e sens, dédiée à donner du sens au sens, avec un invité, je ne sais pas si c'est pas 1.0, mais en tout cas 2, 3, 4.0, Salah Benna 5.0, Salah Benna, donc invité de 7e sens. Je rappelle que vous êtes expert IT, tech, et que vous êtes également, parce que je sais que vous y tenez beaucoup, enseignant-chercheur. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, Salah Benna, malgré le mauvais temps. On est bien au chaud là. Voilà, bien au chaud, et bien sûr en ayant une pensée à l'égard des familles endeuillées aujourd'hui suite aux inondations et aux crues au niveau de la ville de Esfi. Nos condoléances pour les personnes mortes, et puis il y a aussi des personnes qui sont dans le froid le plus total dans le massif de l'Atlas aussi. Complètement. Donc Salah Benna, la thématique d'aujourd'hui, réseaux sociaux au sens large, du web, du dark web, des choses que vous maîtrisez parfaitement comme environnement. Est-ce que c'est aujourd'hui le nouvel espace de guerre politique, avec un point d'interrogation? Avant que ça soit un espace de guerre, c'est d'abord un espace d'activité. On l'a compris depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. L'activité communication de tout le monde s'est déplacée vers les espaces numériques. L'activité politique aussi trouve beaucoup de champs d'action dans les espaces numériques, et ça se concrétise de plus en plus tous les jours. Est-ce que ça s'accélère aujourd'hui, d'une part, parce qu'on le voit, certains considèrent qu'effectivement en 2021, avec le parti qui est aux responsabilités d'ailleurs, qui a remporté les élections, ça a été le parti qui a le plus utilisé, ou usé en tout cas des réseaux sociaux avec du sponsoring et du contenu dynamique. En tout cas, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que les choses s'accélèrent aujourd'hui, d'une part? Et est-ce qu'en même temps, Salah Benna, vous considérez qu'il y a aussi il faut aussi des choses qui peuvent nous échapper, qui peuvent aussi revêtir un caractère dangereux, non éthique? Est-ce que ça s'accélère? Bien évidemment, pour tous les partis, parce que tout le monde a compris que la communication politique se passe... Avant, l'expression pouvait être se passe aussi sur les canaux numériques. Aujourd'hui, on peut dire que ça se passe surtout dans les espaces numériques. Et donc, que ça soit les partis dans le gouvernement, les partis dans les autres partis, tout le monde joue la carte numérique. Bien évidemment, c'est un monde qui a ses avantages, ses inconvénients, ses limites, mais aussi ses menaces. Est-ce que vous, en tant que, je rappelle, spécialiste expert à IT Tech, est-ce que vous considérez que les différents acteurs politiques, sans vouloir personnifier telle ou telle famille politique, est-ce qu'ils se débrouillent bien? Est-ce qu'ils ont véritablement compris les enjeux aujourd'hui de la communication 4.0 quand on les voit intervenir chacun sur la toile? On n'est pas là pour faire l'évaluation des partis, mais par contre, ce qu'on peut reprocher typiquement à tous les partis marocains, c'est que ça reste quand même de la communication politique classique portée sur le web. Ce n'est pas forcément de la communication digitale au sens moderne du terme, s'il faut trouver une appellation. On l'a vu, aujourd'hui, le débat se joue sur la carte politique, mais avec les mouvements Mokata'a, on avait compris que les réseaux sociaux avaient une forte, on va dire, mobilisation qui pouvait jouer dans des débats économiques. Aujourd'hui, ça se rapproche, nos élections se rapprochent, et donc cette forte mobilisation peut aussi avoir un impact très fort en termes de résultats politiques dans les élections, et donc c'est un enjeu majeur en tout cas. Majeur dans les élections, mais quand vous dites il y a aujourd'hui une utilisation
beaucoup trop traditionnelle des réseaux sociaux par les partis politiques. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que jusqu'à présent, c'était essentiellement du contenu sponsorisé ou c'est du 4.0 partisan? On a vu d'ailleurs le parti qui est aux responsabilités qui communique régulièrement sur les meetings partisans du week-end. Est-ce que c'est ça que vous qualifiez de trop traditionnel? J'ai pas utilisé le terme traditionnel, j'ai dit classique. Quand je dis communication politique classique, ça reste de la communication institutionnelle dans les espaces numériques. Les réseaux sociaux, ils sont connus pour être très francs. En tout cas, les utilisateurs, les amateurs de réseaux sociaux aiment bien la franchise, c'est l'opinion, la position tranchée, l'exposition humaine des candidats dans les réseaux sociaux, et c'est pour ça que des fois le message ne passe pas. Prendre de la communication institutionnelle cadrée et on va dire filtrée et la publier sur les réseaux sociaux, y compris si c'est avec du sponsoring, etc. Rappelons-le que ce ne sont pas les mêmes publics. On n'est pas dans le cadre d'un événement politique, on va dire, classique, organisé par le parti. On est face à la foule, c'est une démocratie directe. Et donc, on va tout de suite avoir des gens qui sont d'accord, pas d'accord, et on va avoir des retours. Donc, c'est un jeu qui est pas forcément facile pour les acteurs politiques. Et donc, je pense qu'ils préfèrent quand même garder leur zone de confort, qui est la communication institutionnelle politique, mais c'est pas forcément des messages qui sont bien reçus dans la toile. Donc ça veut dire qu'en fait ils n'ont pas encore le mindset 4.0 fondamentalement, ça d'une part, et puis peut-être se dire aussi, eux, parce que parfois on les a tous vus, être critiques vis-à-vis de ce qui pouvait être diffusé sur les réseaux sociaux. Par contre, on les voit aussi par moments, et peut-être de plus en plus d'ailleurs, utiliser les réseaux sociaux pour donner une information, une contre-information, essayer de contrebalancer. On l'a vu avec des différents scandales au niveau des enjeux d'éthique en matière de marché public. Donc, on voit bien que quand ça arrange, on considère qu'on accorde beaucoup de respect à la toile et aux réseaux sociaux, et quand ça n'arrange pas, on dit en fait c'est une méga poubelle où tout le monde dit ce qu'il veut comme il veut. En fait, les réseaux sociaux, c'est le new normal. C'est-à-dire, il faut utiliser les réseaux sociaux en situation de crise, mais en situation de pas crise. Utiliser les réseaux sociaux juste pour répondre ou réagir... Ou à la rumeur qui circule, par exemple, ou à l'information, d'ailleurs. Utiliser les réseaux sociaux juste en termes de réaction, ça laisse beaucoup de vide quand il ne se passe rien. Quand la communauté est là, qu'elle est à l'écoute, qu'elle attend les messages, qu'elle attend les informations, et puis que rien ne se passe sur les réseaux sociaux, les partis politiques, représentants des partis politiques sont pris ailleurs par leurs actions qui ne sont pas visibles. Je tiens à dire que en 2025, les gens s'informent sur les réseaux sociaux, et donc tout ce qui ne se publie pas sur les réseaux sociaux, probablement qu'il n'existe pas dans la réalité. On a cette perception des choses. Alors c'est intéressant. Donc vous considérez-vous, Salah Benna, en tout cas en 2025, que la majorité des opinions publiques, des populations marocaines, s'informent sur les réseaux sociaux, et du coup, est-ce qu'elles tournent le dos aux médias classiques? C'est-à-dire que pour eux, une rumeur peut être du coup diffusée sur les réseaux sociaux, c'est déjà une information? C'est à 1000%. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'au Maroc, c'est un mouvement qui s'est fait depuis plusieurs années maintenant, mais les réseaux sociaux sont le premier outil d'information des nouvelles générations, mais des anciennes générations aussi, parce qu'on voit aujourd'hui à moindre niveau, mais tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, on va dire particuliers, les groupes WhatsApp, etc., ça crée l'information. Je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas non plus de Twitter et de tout ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, combien de temps est-ce qu'on passe par jour à regarder un journal télé ou à lire un journal papier, et combien de temps on passe à surfer, naviguer dans les réseaux sociaux? L'audimat a bougé depuis plusieurs années maintenant sur la toile. Il n'est plus sur les canaux de communication classiques. Donc la toile aujourd'hui, le web, voire tout ce qui est Internet et espace numérique au sens large, c'est devenu un média d'information, un média d'opinion. C'est le média. C'est le média. C'est le premier média du pays, pour vous? En termes de chiffres, oui. C'est-à-dire audience. Si vous regardez le nombre d'utilisateurs de Facebook, le nombre d'utilisateurs marocains de Facebook,
on tourne aux alentours, alors chaque année... 15-16 millions. 15-16 millions. Dites-moi s'il y a un autre média qui arrive à toucher autant de personnes. Mais en même temps, c'est les socioprofits, c'est très, très diffus comme Ceux qui ne sont pas sur population. Facebook, ils sont ailleurs. Donc, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, publier un article dans un journal papier, il ne va jamais toucher les 15 millions d'utilisateurs. Faire passer une information dans un journal TV, il n'aura pas 15 millions de personnes face à lui. Alors, l'avantage de ces réseaux sociaux, c'est que, avantage et inconvénient, c'est que comme ce sont des algorithmes qui réorientent l'information, qui classent les fils de communication, on peut cibler. On peut cibler telle population, pas telle population, les jeunes, pas les personnes âgées, ceux de cette région, pas ceux de cette région. Et donc, c'est dommage de ne pas utiliser un outil qui permet un ciblage, qui permet le choix sélectif de notre cible, alors qu'on va utiliser plutôt des outils classiques qui arrivent peut-être partout, mais sans que les utilisateurs n'y prêtent beaucoup d'attention, mais surtout qui ne sont pas forcément bien ciblés. Est-ce que avec le petit retour d'expérience, Gen Z, est-ce que c'était un petit peu ça effectivement, où il y a eu l'utilisation sélective d'algorithmes avec du coup une population jeune qui était essentiellement ciblée. Quand on l'a vu pour des rassemblements, peu de personnes ont fait cette démarche de réflexion et d'analyse. Donc je me dis, j'ai la chance d'avoir Salah Beina, expert en IT et en tech, se dire voilà, effectivement, il y a eu cette expérience boycott, donc avec une démarche économique, c'était en 2018. Est-ce que là, ce qu'il y a eu récemment, c'est-à-dire c'était en octobre dernier, fin septembre et octobre dernier, est-ce que là aussi il y a un petit retour d'expérience d'usage d'algorithmes pour une population ciblée, en l'occurrence population de jeunes, pour faire passer de l'information? Non, je pense que c'est pas une histoire d'algorithme ici, c'est une histoire de plateforme. Gen Z, partout dans le monde, s'est appuyé sur une plateforme de serveur de communication qui s'appelle Discord. Et Discord est par excellence la plateforme des gamers, des youtubeurs. Et donc, on sent bien que c'est une plateforme de jeunes. Donc, c'est normal qu'une plateforme qui est faite par et pour les jeunes capture un maximum de jeunes. C'est ce qui fait que c'est cette population qui a été le plus représentée dans Gen Z. Justement, vous avez vu comme moi, nouvelle loi, en tout cas de réforme de la loi électorale, avec différents articles en termes de contenu, certains qui sont en cours d'ailleurs d'amendement. Et Discord, à l'instar d'autres Facebook ou autres, c'est aussi une plateforme numérique étrangère, qui est très, très consommée, en tout cas utilisée chez nous. Le fait de vouloir légiférer là-dessus et d'interdire, on se dirigerait vers ça, la diffusion de contenus sponsorisés via des plateformes numériques étrangères. Est-ce que pour vous, ça a du sens? Ça n'a pas de sens? C'est un contresens? En tout cas, sponsoriser les messages, que ce soit sur des plateformes étrangères, pas étrangères, etc., sponsoriser les messages, c'est un outil de gagner en influence sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Le parti qui utiliserait du sponsoring, si tout le monde ne le fait pas, aurait plus d'influence obligatoirement. Et donc, je pense que c'est un outil. Alors, soit on considère que ça doit être accessible à tout le monde et donc on autorise tout le monde de le faire. Ce qui est le cas. Si on ne légifère pas, c'est que tout le monde peut l'utiliser. On l'a vu en 2021. Mais à géométrie variable, tout le monde a pu l'utiliser. Ne pas légiférer, ça veut dire que les gens iraient de façon volontaire vers le sponsoring. Mais du coup, ceux qui n'iraient pas seraient pénalisés systématiquement. Et donc, sans légiférer, ça crée déjà un déséquilibre entre les partis, ceux qui savent utiliser les réseaux sociaux, ceux qui ne savent pas, ou en tout cas ceux qui savent exploiter la force des réseaux sociaux, ceux qui ne sauraient pas le faire. Et donc, ça va créer un déséquilibre. Maintenant, si on légifère et on s'oriente vers ce sens, je pense, a priori, ouais. Si on légifère dans ce sens, ça veut dire qu'on préfère que tous les partis aient les mêmes outils. Et donc, on revient encore une fois sur des outils classiques. Certains en coulisses, en tout cas, moi j'ai eu une petite information sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir, Salah Beina, c'est de dire, voilà, en fait, effectivement, en 2021, on a un parti, en l'occurrence le RNI, qui n'a pas dépensé, mais en tout cas investi massivement de l'argent. Donc, c'est-à-dire, c'était en monnaie internationale, à savoir le dollar, et que du coup, par rapport aux élections de 2026, qui se profilent, compte tenu qu'il y a une forme d'inégalité en matière de capacité de puissance financière, donc ce qui a conduit, et ce qui devrait conduire d'ailleurs
l'exécutif à légiférer et à interdire tout court la publication de contenus sponsorisés parce que tous les partis politiques ne sont pas homogènes financièrement. C'est pas que ça. Je pense que l'État distribue des aides financières pour animer les campagnes électorales. Si on s'annonce, en tout cas, vers une autorisation d'investir massivement dans le sponsoring, c'est accepter aussi que les financements de l'État soient transformés en financement de sponsoring et soient complètement, on va dire, transférés vers les plateformes étrangères. C'est-à-dire, on sait, nous, en tant que citoyens, que payer un abonnement par-ci, par-là, c'est de l'argent qui part directement vers les plateformes internationales. Si on autorise que les campagnes politiques, électorales, passent aussi par des plateformes sponsorisées et internationales, ça veut dire qu'une partie de l'argent de l'État va être distribuée ailleurs. Donc, ces plateformes feraient une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur des élections internationales. Donc, cet article 40 qui concerne l'interdiction de publications sponsorisées sur les plateformes étrangères qui devrait être amendé et validé, vous dites-vous, c'est surtout la motivation première, c'est surtout pour protéger la donnée personnelle de nos concitoyens, beaucoup plus que de mettre sur le même pied d'égalité tous les partis politiques qui ne disposent pas de la même capacité et puissance financière. Non, protéger la donnée personnelle, elle est déjà sur les plateformes. C'est pas cette loi qui interdirait le financement du sponsoring qui va l'empêcher. Mais en tout cas, financer du sponsoring pour une campagne électorale, ça se passe aussi sur les autres médias nationaux. C'est complètement logique. Maintenant que ce soit des plateformes internationales qui s'immisceraient dans ces élections, bien évidemment que là, les algorithmes vont vont avoir un impact sur les résultats. Je pense qu'on a des expériences aujourd'hui internationales qui montrent que la bonne maîtrise de ces plateformes permet de changer en tout cas les pronostics et les résultats de certaines élections à l'échelle internationale. Donc il y a des expériences internationales. Il faut en prendre conscience. Il y a des expériences internationales qui ne marchent pas forcément bien, on l'a bien vu, avec certains considérés, d'ailleurs c'est encore d'actualité dans certains pays qui ont les échéances également électorales, des formes d'ingérence, à la fois que ce soit les États-Unis ou de Russie, qui pourraient influencer le verdict des urnes. Et donc la décision, ce qui devrait sortir d'une élection, parce que là aussi il y a un deuxième article dans cette nouvelle loi électorale, c'est sur les fake news. Est-ce que là, du coup, entre aller vers interdire l'usage de plateformes numériques étrangères via du contenu sponsorisé, des sanctions également pénales et financières, avec des condamnations qui sont prévues pour tout ce qui est fake news, sans avoir véritablement délimité le périmètre, c'est quoi une fake news, même quand on reprend une information qu'on considère être une information, on pourrait être sous le coup de la loi. Selon vous, Salah Beina, qui va être extrêmement complexe et compliqué dans la perspective des élections 2026. Après, il faudra définir légalement qu'est-ce qu'une fake news. Une fake news, si c'est juste une information qui est fausse, faut se méfier que ce ne soit pas les personnalités politiques qui ne sortent pas d'informations qui soient fausses. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux sont un laboratoire temps réel de fact-checking. C'est-à-dire que chaque information qui tombe chaque seconde peut être vérifiée, peut être checkée, peut être contrôlée. Et donc, c'est très difficile de faire vivre on va dire un mensonge très longtemps face à la population. Maintenant, on a aussi une bonne partie de la population qui n'est pas très sensible et qui ne sait pas forcément quelle est la puissance des deepfakes. Aujourd'hui, fake news, si c'est juste un article qui reprend une information fictive... Ou un propos, ou un discours. Oui, mais ça peut être une vidéo d'un représentant politique avec son image, avec sa voix, qui sort un message qu'il n'a jamais prononcé. Ça, on dépasse le simple contexte de la fake news, on est dans le deepfake. Et malheureusement, la toile, c'est aussi un espace où les deepfakes peuvent avoir beaucoup d'impact, y compris dans le monde réel politique. On a déjà eu des élections qui ont été perturbées
à cause de deepfake. Je peux citer la Slovaquie, par exemple, où un candidat avait perdu les élections, mais la veille des élections, il y a eu un deepfake qui a circulé avec sa voix, parlant de corruption, etc. Donc, c'est très touchy. Qu'est-ce qu'un fake news? Qu'est-ce qu'un deepfake? Comment... Qui est l'émetteur Comment réel. pénaliser quelqu'un qui a cru que c'était une vraie information et qui l'a partagée? Oui. Donc, partager une deepfake ou une fake news, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui l'a fabriqué. Donc, moi, je pense que le vrai crime, c'est de fabriquer et de créer le buzz. Après, les gens vont se faire prendre dans le piège. Se prendre dans le piège, pourquoi? Parce qu'on pourra identifier précisément l'adresse IP, d'où est partie l'information initialement. Ou alors ça va être trop compliqué. C'est pas toujours possible. Dans le monde de la toile, où on sait que l'anonymat est très dominant en ce moment, c'est pas évident d'identifier. Vous avez vu, ne serait-ce qu'avec l'événement Gen Z, ça n'a pas toujours été évident de retrouver qui se trouve derrière, parce que ces plateformes, alors on peut parler de Discord ou de Twitter, etc., mais vont vers la promotion de la liberté d'expression, et quelque part dans cette promotion de la liberté d'expression, on encourage aussi l'anonymat des utilisateurs. C'est très difficile de remonter à la source des messages et des organisateurs. Est-ce que selon vous, Salah Beina, on se dirige là vers une réglementation, donc une espèce de réglementation concernant le web, les usages, les plateformes internationales, avec une espèce de code de la route, en fait 4.0, de ce qu'il faudra faire et ne pas faire pour ne pas être sous le coup de la loi? Il y a deux écoles de pensée, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir à travers le monde. L'école de pensée un peu anglo-saxonne, c'est de la dérégulation, d'ailleurs on le voit dans les prises de parole du président des États-Unis qui prône la dérégulation, mettant la pression d'ailleurs sur un continent qui est l'Europe et certains pays, dont les pays d'ailleurs européens, mais pas que, qui préfèrent eux effectivement un encadrement beaucoup plus modéré, mais pas une dérégulation. Est-ce que là du coup, nous, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le chemin, ne serait-ce que d'un point de vue philosophique, de l'Europe? Il faut modérer, il faut tempérer, il faut sévir lorsqu'il faut sévir. Et du côté, en tout cas la vision atlantiste, c'est plutôt c'est la dérégulation. On laisse filer tout ce qui peut filer. Non, moi je pense que c'est pas une histoire de régulation ou de dérégulation. Dans l'absolu, Internet, c'est un espace où les mêmes lois de la vie réelle peuvent s'appliquer. Et donc, si on parle de diffamation, si on parle de messages on l'a vu, de haine, etc., ce n'est pas parce que je suis sur Internet que je suis mieux protégé. On a vu d'ailleurs en ce moment en Europe les lois, le Chat Act, qui va demander aux plateformes de détecter certains messages parce qu'on ne veut pas que sous prétexte d'anonymat et de protection des utilisateurs, qu'on puisse faire du financement de terrorisme ou de vente d'organes ou de choses comme ça dans un réseau social privé. Donc, on est dans un espace numérique, mais dans cet espace numérique, c'est pas un no man's land où la loi, les juridictions ne s'appliqueraient pas. Ça d'une part. Et d'autre part, le Maroc a fait le choix de faire la régulation dans le contexte électoral. C'est-à-dire que les premières versions... Dans le contexte électoral, parce qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Est-ce que pour vous, tout ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, on a fait référence à l'article 40, entre autres, donc l'interdiction d'utilisation de plateformes numériques étrangères, le fait aussi de prévoir tout un arsenal juridique et donc du ressort du pénal, tout ce qui peut être fake news, deepfake. Est-ce que là-dessus, c'est séquentiel en termes ou alors est-ce que ça va durer? Parce que là, on n'a pas d'informations là-dessus. Les versions que j'ai lues, en tout cas, parlaient de protection et de deepfake et de fake news dans le contexte électoral. Et donc, purement dans le contexte électoral. C'est ce que j'en ai compris. C'est-à-dire après, ça peut redevenir, le western peut se réinstaller plus tard ou... Après, est-ce qu'on va garder ce texte de loi pour protéger le domaine politique, contexte électoral ou pas? Post 2026 on verra ce que les textes définitifs... Est-ce qu'on peut imaginer, donc du coup, Salah Beina, que ça peut être... En fait, ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, c'est purement expérimental et sur une durée déterminée, la durée des élections qui se profilent dans les prochaines semaines? En tout cas, je pense que les élections... la période électorale dans laquelle on rentre dans quelques mois est un événement assez important
qu'il faut le protéger pour garder un minimum de crédibilité, parce que on a vu ce que l'ingérence, ce que les algorithmes et les fake news et les deepfakes peuvent avoir comme mauvais impact sur les résultats et sur le processus dans sa globalité, sur la confiance que font les utilisateurs dans un événement national. Et donc je pense que, en tout cas avec l'arsenal juridique qui est en train d'être mis en place, qu'on est surtout en train de protéger un événement qui a un impact très particulier sur l'échiquier national. Donc, est-ce que ça veut dire que, parce que je rappelle qu'en 2021, le parti, en l'occurrence, on peut le citer d'ailleurs, le RNI, on a maintenant de la data, autour de l'expérience, qui avait le plus, pas dépensé, mais investi sur les réseaux sociaux, du contenu donc sponsorisé, c'est le parti qui est arrivé en tête. C'est lui qui a le plus dépensé, le plus investi, et c'est celui qui est arrivé en tête en 2021. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Salah Benna, l'équation, j'allais dire, économique et numérique pour 2026, ça ne sera pas du tout celle-là? En tout cas, il n'y a pas forcément de causalité. Est-ce qu'il y a corrélation? C'est un peu comme aux États-Unis. C'est celui qui généralement dépense plus pour sa campagne électorale. C'est celui qui maximise les chances de gagner. Est-ce que là, on s'est dit le RNI, c'est celui qui a le plus dépensé et investi sur les réseaux sociaux en 2021 et c'est celui qui est arrivé en tête? On ne sait pas si c'est parce qu'ils ont beaucoup investi qu'ils sont arrivés premiers. En tout cas, le RNI avait les moyens et d'investir et d'arriver premier. Maintenant, est-ce qu'il y a la causalité entre les deux événements? On n'est pas sûr. Mais en tout cas, ça a montré la piste pour tous les autres. C'est-à-dire que maintenant, le raccourci est très facile, en disant que si vous voulez gagner, vous n'avez qu'à beaucoup investir sur les plateformes. Sauf que là, ça ne sera pas possible a priori. Faut voir, effectivement, si le texte de loi interdit l'investissement, enfin interdit le financement du sponsoring, ça ne va pas être possible. Sur des plateformes étrangères. Mais en tout cas, moi je pense que le sponsoring est un faux débat. Les réseaux sociaux sont des réseaux sociaux de communication, de diplomatie directe avec les citoyens du Maroc. Ceux qui habitent ici et ceux qui habitent à l'étranger aussi, il y a des Marocains du monde, et c'est un très bon outil pour toucher tout le monde en même temps. C'est beaucoup mieux qu'un rallye politique, c'est beaucoup mieux qu'un événement très localisé, organisé quelque part, et donc il faut y aller en transparence, il faut y aller en sincérité, il faut y aller en essayant justement de parler sereinement et sincèrement aux millions de Marocains qui sont sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'au début, je vous avais dit 5.0, parce que la révolution 5.0, c'est la révolution de la technologie et des humains. Et donc, il faut parler aux humains avec un visage découvert, un visage humain, et faire passer des messages qui ont du concret dans la vie des Marocains, qu'ils puissent comprendre facilement aussi. Est-ce que ça, c'est pas un Maroc que vous idéalisez quelque part, donc un Maroc idéal 5.0? C'est-à-dire avoir de l'authenticité dans la prise de parole du décideur, en direct des citoyens, et de ne pas se cacher ou de pas porter de masque ou se cacher derrière un rideau. De toute façon, l'enjeu est politique. Les gens vont devoir voter. Ils vont devoir voter pour des gens qu'ils connaissent. Alors, dans le milieu local, quand on vote pour une commune ou pour un élu local, on le connaît, c'est quelqu'un à qui on fait confiance, mais à échelle nationale, il se trouve qu'on ne connaît pas tout le monde, et donc on peut voter pour des noms qu'on n'a jamais rencontrés. C'est l'occasion de les voir pendant la campagne, avant les élections, et d'être moins surpris après les résultats pour dire « Ah, lui, on ne l'a jamais vu parler, on ne savait pas qu'il était comme ça ». Dernière petite question, est-ce que pour vous, l'espace numérique en 2026, lorsqu'on aura les dates, parce qu'on ne les a toujours pas, de la tenue des élections législatives, est-ce que ce sera l'espace numérique qui va être déterminant dans le verdict des urnes? Vous l'avez constaté aussi avec les mouvements Gen Z, ce sont de nouvelles populations qui vont être amenées à voter. Je pense qu'il faut analyser ce qui s'est passé au Maroc lors des dernières années. Muqata'a en 2018, Gen Z en 2025. Les réseaux sociaux sont avides de changement, de sincérité et d'impact réel dans leur vie quotidienne. Il faut que ces élections soient jouées dans cette transparence. C'est-à-dire que c'est une occasion en or pour concrétiser des promesses qui ont été faites juste au moment de l'arrivée
du mouvement Gen Z en disant attendant les élections, le changement va arriver. Les prochaines élections, si elles se mettent en place, et comme tu dis, on attend les dates, doivent concrétiser cette réalité. On n'aura pas d'autres occasions de se rattraper si, en tout cas pour les élections à venir, on n'a pas la sincérité, la transparence et la clairvoyance attendue par les populations sur les réseaux sociaux. Donc ça sera 2026 ou jamais. Plus ou moins. En tout cas, non. En tout cas, ce que les nouvelles générations qui habitent les réseaux sociaux nous ont appris, c'est qu'elles sont impatientes. Et donc, c'est en 2026 ou en 2026 et demi ou en 2027 où le changement est attendu. Et il faut qu'il arrive dans son cadre institutionnel. On n'aimerait pas qu'il y ait des vagues en dehors du cadre institutionnel. Les élections sont le cadre institutionnel. En tout cas, l'horizon 2, 3, 4 ou 5.0, il est là, c'est 2026 ou 2027. Mais en tout cas, l'attente est là et tout le monde le sait. Et donc, du coup, tout le monde doit être au rendez-vous autour de l'honnêteté intellectuelle et morale, de l'authenticité dans la prise de parole du décideur à l'égard du citoyen. En tout cas, la langue de bois, déjà qu'elle vivait très mal dans le monde de la communication classique, elle ne vit pas du tout dans le monde numérique. C'est même pas un bad buzz, une langue de bois ça se termine très vite en bad buzz. Merci infiniment, Salah Beina, d'avoir pris de votre temps pour nous éclairer sur tous ces enjeux 4.0, 5.0 autour de l'espace numérique, comme plus qu'un influenceur, comme un aiguillon, en fait, quelque part, qu'on se doit tous de respecter, de ne pas se dire je les utilise quand ça m'arrange et je les condamne, en tout cas, quand ça me dérange. C'est qu'avoir une ligne de conduite qui est parfaitement claire et que c'est un vrai partenaire, en tout cas, partenaire à la fois pour les décideurs et un partenaire aussi pour les opinions publiques, pour qu'elles se forgent aussi une opinion plus ou moins précise. Très bien. Merci infiniment, Salah Beina. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.